Bexit, bonsoir à toutes et à tous. De retour sur le plateau de votre émission politique préférée, chers amis. Comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau une personnalité politique de premier plan. Cette semaine, nous recevons la candidate du parti animaliste à l'élection présidentielle, Hélène Touy. Bonsoir Hélène Touy, merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez la bienvenue sur Bexit. Hélène Touy, je le disais, vous êtes candidate du parti animaliste pour cette élection présidentielle, un parti relativement récent, créé en 2016 je crois. Ouais. Et vous avez, je l'ai dit en introduction de cette émission, créé la surprise à l'occasion des élections européennes où vous avez récolté 2,2% des voix. Un demi-million de votants ont porté leur voix pour votre liste. Vous étiez devant Florian Philippot, devant Nathalie Arthaud et pas très loin derrière le Parti communiste. Aujourd'hui donc vous concourez pour l'élection présidentielle, première présidentielle pour vous. Comment ça se passe cette campagne jusque-là ? Alors, ça se passe bien si on met à part la question importante des parrainages qui nous occupe la quasi-totalité de notre temps. Les militants sont vraiment sur le terrain, passent un temps considérable à récolter ces parrainages. Nous avons un accueil partout très favorable, mais le problème, c'est les maires qui veulent parrainer personne. Et donc, finalement, voilà, on ne sait pas. On pense qu'on va pouvoir réussir à obtenir ces parrainages, mais pour l'instant, tant qu'ils ne sont pas déposés, on est toujours dans l'incertitude. Vous étiez plus optimiste il y a 2 mois. J'étais plus optimiste, effectivement, il y a 2 mois. C'est vrai, parce que on a eu un élan à plusieurs reprises de parrainages qui sont arrivés. Et puis, finalement, on voit que plus l'échéance approche, on a l'impression, plus la frilosité. Alors, en discutant avec les élus, certains me disent, non, mais ça se déclenche, en fait, au moment de la période de dépôt officiel. Donc là, les semaines qui s'ouvrent. Donc, on va voir. Et puis, on est en train de redoubler d'efforts. Donc, oui, c'est sûr qu'on ne sait pas, on est optimiste. Mais... La période de dépôt officiel, vous l'avez rappelé, vient de s'ouvrir. C'était ce matin ou hier. Enfin, donc c'est vraiment là maintenant. Ça va jusqu'au 3 ou au 4 mars, je crois, 4 mars. Et c'est là où à peu près 42 000 élus locaux ont la possibilité de parrainer des candidats. Traditionnellement, il y en a 15 000 à peu près qui le font. Beaucoup refusent, comme vous le disiez, effectivement, d'apporter un parrainage à quelques candidats que ce soit. Et c'est effectivement une problématique pour ce qu'on appelle parfois péjorativement les petits candidats comme vous. C'est vraiment une barrière difficile pour rentrer dans la présidentielle. Ah oui, c'est une barrière très importante puisqu'on passe le plus clair de notre temps à essayer de convaincre des élus de nous donner les parrainages, élus qui ne veulent pas de cette mission de donner les parrainages. Ils estiment que ça ne les concerne pas, ils ne veulent pas être mêlés à ça, ils ne veulent pas que leur nom paraisse. Et donc finalement, on se retrouve dans une situation où les candidats n'ont pas d'autre choix que d'aller solliciter et sursolliciter les élus. Les élus ne veulent pas en entendre parler. Et donc voilà, finalement, on se retrouve dans une situation où, mis à part les 3 grands partis politiques, ont aucune difficulté à avoir les parrainages et tous les autres passent une énergie considérable à essayer de les avoir. J'ai lu que vous aviez près de 5000 adhérents. Oui. Ça ne veut peut-être pas dire 5000 militants, parce qu'en fait, il faut une force militante pour aller chercher les parrainages. Vous disiez des gens qui posent leur congé. Des adhérents, mais peut-être pas des gens vous avez raison. C'est ça ? On a à peu près 200 personnes qui font du parrainage. Sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'ils prennent leur bagnole et qu'ils vont voir des maires. Au début, on faisait beaucoup de déplacements. Maintenant, on fait beaucoup aussi d'abord d'appels téléphoniques. Je comprends. Hélène Touy, vous êtes avocate au barreau de Bordeaux, spécialisée notamment en protection des animaux, en droit des animaux. Une grande question quand même. Pourquoi un parti animaliste ? Qu'est-ce qui a présidé à la naissance d'un parti politique de la cause animale ? J'ai du mal à comprendre ça. D'abord parce que la question animale était une question qui nous semblait fondamentale, importante, parce que la façon dont on traite les animaux dit beaucoup de choses sur la façon dont nous traitons aussi les humains. Il y a des liens très forts entre la façon de traiter les humains et les animaux, des liens très importants. Que toutes les formations politiques ne se souciaient pas du tout de la question animale. Nous étions militants depuis de nombreuses années. Moi, j'ai exercé professionnellement pour défendre les animaux. Et à chaque fois, les autres formations politiques, on a été démarchés, évidemment, avant, nous et les formations politiques, avant de prendre la décision de créer un parti. ne voyaient pas du tout l'intérêt et l'enjeu de cette question animale, nous traiter un petit peu avec mépris ou indifférence. Et puis au bout d'un moment, c'est imposé l'idée de se dire, bon, mais finalement, ils ne comprennent pas l'importance de cette question. La seule façon de porter cette question politique, c'est nous-mêmes d'aller sur le terrain politique et donc de créer notre formation politique. Le principe d'une formation politique, c'est d'établir un programme et des propositions dans le débat public et de présenter des candidats à des élections. Pourtant, la cause animale est d'ores et déjà défendue par un secteur associatif, des fondations célèbres, des associations connues pour beaucoup d'entre elles.
je pense à la SPA, je pense à 30 millions d'amis, je pense à L214. Pourquoi rentrer dans l'arène démocratique de présenter des candidats à des élections? Ça suffisait pas, le mouvement associatif? Non, absolument pas. Toutes les mesures qui étaient portées par ces associations, elles n'arrivaient pas du tout à les retranscrire au niveau politique, à les faire porter, reprendre par des formations politiques. Et donc, la seule solution pour qu'elles soient reprises, qu'elles émergent sur le terrain politique, parce que si on veut que les choses changent, il n'y a pas d'autre choix que de changer les lois. Donc, il faut investir le terrain politique. Vous dites ça, mais 2015, une loi a été votée qui reconnaît le caractère être sensible. Non, mais c'est dans le débat politique. Décembre dernier, une nouvelle loi sur la souffrance animale. Donc, vous voyez, il y a quand même des lois. Le débat politique existe, non? Oui, et puis le plaidoyer porté par les associations aussi a un impact. Ah oui, non, mais c'est le travail, de toute façon, il est complémentaire. Sur la question de la modification du Code civil de 2015, alors certes, c'est effectivement une avancée, mais concrètement, devant les tribunaux, ça n'a pas changé grand-chose sur le sort des animaux. Que la loi soit insuffisante, je veux bien l'entendre, mais que la question soit posée dans le débat politique et que le débat arrive jusqu'au Parlement, quand même, il n'y a pas eu besoin de la création du Parti animaliste. La question animale arrive très peu et de façon très insuffisante. Et la question de la loi sur la maltraitance animale de novembre dernier, elle est arrivée aussi. C'est une proposition de loi, d'ailleurs. Oui, une proposition de loi. Cette proposition de loi a été adoptée. D'ailleurs, les rapporteurs de cette loi le reconnaissent eux-mêmes. Parce que aussi, il y avait la pression de cet électorat animaliste que l'on a réussi à faire identifier aux européennes à quelques mois des élections présidentielles. On crée une force politique auprès de l'électorat, Mais notre objectif, quand on a créé le parti, c'était de dire les autres formations politiques ne comprennent pas l'enjeu de cette question, ils ne voient pas les enjeux. Donc la seule chose qu'ils comprennent, en fait, c'est de perdre des voix. Ouais, donc on va faire peser cette question électoralement. Un demi-million de votants, quand même, c'est con de les perdre. Ouais, après... Adèle. Mais justement, précisément, c'est quoi les enjeux? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Qu'est-ce que vous défendez? Parce que la cause animale, c'est hyper vaste. Moi, je ne suis pas sûre de comprendre, en fait, parce que ça touche beaucoup de sujets. Oui. Pardon, dans le micro, c'est mieux. C'est mieux, ouais. Alors, il y a, je ne sais pas si vous parlez de mesures en particulier ou alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part des mesures très précises sur lesquelles je vais revenir, mais il y a aussi, de façon générale, notre rapport à l'autre. Nous, on considère qu'on ne doit pas arrêter le champ de notre considération aux humains. Évidemment, quand on s'intéresse aux animaux, c'est pas pour ne pas se préoccuper des humains. Quand on est animaliste, on est d'abord humaniste, et toutes les militants qui sont engagés pour les animaux sont aussi très souvent engagés pour les droits humains. Donc c'est juste une extension du champ de notre considération morale en se disant il n'y a aucune raison de traiter les animaux comme on le fait, de les enfermer dans des bâtiments sans accès au plein air, de les considérer comme des ressources à nos dispositions. Et donc ça, on refuse cette façon de considérer les animaux. Et est-ce que vous allez jusqu'à l'antispécisme ? Alors, ce n'est pas au programme du Parti animaliste. Le Parti animaliste, On peut préciser, s'il te plaît, Adèle, ce que tu entends par antispécisme pour ceux qui nous écoutent. L'antispécisme, me semble-t-il, mais c'est vous l'avocate, donc vous le saurez, vous le direz sans doute mieux que moi, mais c'est de dire que tous les animaux, les humains, et que les humains sont des animaux également, mais que tout le monde est à égalité, en fait. Qu'il n'y a pas de quoi Alors, c'est pas ça l'antispécisme. Alors, donc, très bien, je vais demander à l'avocate, finalement. Non, justement, l'antispécisme, ce n'est pas de dire que les humains et les animaux sont égaux. Non. Okay. C'est de dire que les animaux et les humains ont des intérêts et que dans le cadre de nos décisions politiques, de notre action, nous devons prendre en considération leurs différents intérêts et parvenir à un mécanisme de conciliation. On ne va pas avoir le même intérêt dans des situations différentes. D'accord. Mais par exemple, l'intérêt de l'animal est de ne pas mourir, donc de ne pas être mangé, et donc ça, c'est quelque chose que défend l'antispécisme. Ou alors, est-ce que je me fourvoie? Oui, c'est-à-dire que la différence fondée sur l'espèce n'est pas un élément suffisant pour traiter de cette façon les animaux différemment. C'est une question qui vous est posée souvent, et je vous la repose. Est-ce que vous souhaitez interdire de manger des animaux? Alors, ce n'est pas au programme du Parti animaliste, parce que le Parti animaliste, il rassemble des personnes qui sont antispécistes, qui sont véganes, qui sont végétariennes, mais des personnes aussi qui continuent à consommer des animaux, qui ont réduit leur consommation de viande, notamment. Donc, nous, ce que l'on porte, c'est de rassembler toutes les personnes qui sont sensibles à la cause animale, qui ont en commun de vouloir faire avancer cette cause animale, et donc de travailler ensemble à celle-ci. Léa? Vous disiez tout à l'heure, je suis désolée, je mets les pieds dans le plat direct. On perd pas de temps. Parce que jusqu'à présent, tu m'en fais quoi? Non, j'écoutais sagement. Non, mais ne le prenez pas mal, naturellement. Vous avez comme soutien Brigitte Bardot, qui est affichée sur votre site, et qui est un soutien quand même assez vraisemblable, que vous mettez en avant par ailleurs, sinon elle ne serait pas sur le site. Vous parliez tout à l'heure qu'on ne pouvait pas être animaliste, pour la cause animale, sans être humaniste. Enfin, excusez-moi, elle a quand même été condamnée pour un jeu raciste. C'est un peu compliqué comme soutien, non?
Surtout dans la perspective de dire, finalement, ce sont des humanistes, nos soutiens. On y va direct là. Ah ouais. On va là-dessus. Ouais. Et surtout, on laisse répondre Hélène Touy. Merci. Oui, alors effectivement, évidemment, je ne vais pas vous dire que je soutiens les propos. Elle a été condamnée et c'est tout à fait normal. Et heureusement qu'on est condamné quand on tient de ce genre de propos. Donc ça, c'est évident. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Ce qu'on veut dire par contre, c'est que Brigitte Bardot, elle s'est investie, elle a donné toute sa fortune pour une cause. Je pense qu'il y a quand même assez peu de célébrités qui ont donné toute leur fortune et je ne crois pas qu'on peut en citer beaucoup d'autres. Et aussi, Brigitte Bardot, elle a ces propos qui sont scandaleux et qui doivent être condamnés et qui ont été condamnés. Mais parallèlement, elle a eu des actions. Ça a été une des rares à aider Joséphine Baker au moment où elle était à la faillite. Et donc, elle a eu des actions aussi extrêmement humanistes. Et je pense qu'on ne peut pas toujours réduire une personne juste à ses propos. En tout cas, s'agissant de Bardot, elle a été condamnée. Et c'est une bonne chose qu'elle ait été. Je ne soutiens évidemment pas les propos qu'elle a tenus, et heureusement. Mais je pense qu'on ne peut pas la réduire, en tout cas pour cette personne-là, juste à ses propos. Il y a un parti politique qui, historiquement, a mis en avant à plusieurs reprises la question de la cause animale. C'est le Front National en son époque et le Rassemblement National plus récemment avec Marine Le Pen qui a plusieurs fois fait état de son amour des chats, le fait qu'elle est devenue éleveuse de chats professionnelle. On a beaucoup entendu parler de ça. Une partie de votre électorat aussi a été étudiée comme étant plutôt proche du Front National pour à peu près un tiers d'entre eux. Il y a une proximité avec la droite radicale ? Alors non, mais ce que je veux vous dire, c'est que sur la question de l'animalisme, en tout cas, ou de la sensibilité de la cause animale du parti du Rassemblement national et de Marine Le Pen, elle n'a jamais été présente à l'Assemblée nationale à chaque fois qu'une loi de protection animale a été votée. Donc il y a la communication politique et il y a la réalité des actes. Donc c'est de la com, en fait, de dire qu'elle est très sensible aux animaux, parce qu'il est de bon ton depuis quelques années d'expliquer qu'on est pro-animaux. On aime bien les chats, oui. Ça, oui. Voilà, mais il ne suffit pas de se prendre en photo avec les chats. Pour aimer les chats, il faut être là au Parlement quand il faut voter les lois pour faire avancer la cause. Donc. Ok, bonne réponse. Justement, pour rebondir là-dessus, on parlait de Brigitte Bardot. Vous avez une position qui est très mesurée. Moi, je serais d'extrême droite, j'entendrais votre défense de Brigitte Bardot. Je me dirais, oui, ça c'est bien ça. Donc, Brigitte Bardot a vraiment dit des trucs horribles sur les migrants, sur les machins. Enfin, c'est vraiment très très marqué. On pourrait s'imaginer que du coup, votre position, c'est vous êtes transpartisan, vous êtes au milieu de tous les courants, vous accueillez tout le monde, mais il n'y a pas de valeur politique particulière qui, au-delà de... Si on est d'accord sur les animaux, tout le reste, on pense qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Non, pas du tout. On a tous les adhérents qui adhèrent au Parti animaliste, adhèrent à la charte des valeurs républicaines et des valeurs démocratiques. Et c'est certainement pas moi qui vais soutenir les propos que vous dites. Moi, d'ailleurs, j'ai été engagée comme avocate pour la défense des migrants. Donc, évidemment, je suis une des premières à être choquée par des propos qui sont anti-migrants. Ça doit vous coûter, alors, d'avoir Brigitte Bardot et de devoir assumer le soutien de Brigitte Bardot? Mais parce que vous résumez sa personne à ses propos. Quand elle a aidé et qu'elle a vraiment eu une action extrêmement positive pour Joséphine Baker, d'accord, ça compense. Mais c'est pas que ça compense, mais qu'il faut qu'elle soit condamnée pour ces faits-là. Elle l'a été. Évidemment, on ne la soutient pas, mais on peut aussi reconnaître qu'elle a des actions positives. Il faut dissocier la raciste de l'animaliste, en quelque sorte. Mais je pense que je pense que effectivement c'est inacceptable ce qu'elle a dit. Elle a été condamnée pour ça, mais je pense qu'il y a des parties de son engagement qui sont grands. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnalités qui se soient vouées et qui aient voué autant de leur fortune à une cause, et ça doit être reconnu. Vous défendez un caractère transpartisan dans l'engagement, vous le dites assez régulièrement et vous venez de le redire. Vous défendez aussi un caractère un peu monothématique, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, la cause animale. C'est pas un peu difficile quand même d'être candidate à une élection présidentielle pour un poste, la présidence de la République, où il n'y a pas que la défense des animaux dans le tas, il y a aussi d'autres sujets sur lesquels c'est vrai qu'un électeur a besoin de savoir pour qui on vote. Qu'est-ce que vous pensez du nucléaire, du social, de l'école, de l'hôpital, etc. Comment vous répondez à ça? C'est quand même bizarre, non? Alors déjà, on commence par répondre en expliquant la stratégie que l'on a choisie. On a choisi de porter la question animale au cœur de notre programme et de notre positionnement parce que l'on voulait faire émerger la cause animale et qu'on voulait qu'elle soit un enjeu majeur des 5 prochaines années. Et pour en faire un enjeu majeur, il fallait que l'électorat du Parti animaliste et les voix qui soient attribuées au Parti animaliste soient clairement identifiées. Si on avait dilué la question animale dans beaucoup d'autres thématiques. Je ne dis pas que les autres thématiques ne sont pas importantes et personne ne le dit. Évidemment, on est préoccupé par toutes les autres thématiques. Mais d'un point de vue stratégique, si on avait parlé de toutes les autres thématiques sans la cause animale,
Le score que l'on a fait aux européennes, d'abord, probablement n'aurait pas été de 2,2%. Et personne n'aurait dit la cause animale pèse de façon importante au point que les personnes qui n'ont qu'une seule voix vont la donner à la question animale. C'est la partie émergée de l'iceberg. Et c'est donc une nécessité. Et on l'a vu à la suite des résultats des européennes. Ça a convaincu les autres formations politiques qui jusqu'à présent ne voulaient pas en entendre parler de se positionner et de commencer à amorcer des avancées sur le sujet. Et est-ce que vous avez des propositions d'autres formations politiques, justement, peut-être suite aux européennes, qui viennent vous faire de l'œil et de vous proposer de rajouter 2,2% Oui, tout à fait. On en a eu beaucoup au moment des municipales, juste après justement les européennes. Nous avons fait d'ailleurs des alliances. Et donc, vous avez fait des alliances? Oui. Avec quelle à la fois à gauche et à droite. D'accord. Voilà. Parce que c'est toujours pareil pour respecter le côté transpartisan. Alors évidemment, en respectant une charte, des mesures, voilà. Mais nous voulons garder notre caractère transpartisan et notre indépendance aussi. Non, pas d'accord national. Mais du coup, les élus du parti animaliste aux élections municipales sont quand même donc dans des partis politiques différents, c'est ça? Oui, bien sûr, tout à fait. Tant qu'ils votent de la même manière sur les animaux, le reste, ils peuvent voter ce qu'ils veulent. Non, pas voter ce qu'ils veulent, mais ils peuvent être dans une ville, ils sont avec le LR, dans une autre ville avec les écolos. Il n'y a pas un problème de cohérence? Il n'y a pas un moment où dans le Congrès ça se met sur la gueule? Parce que je sais pas, la cohérence politique c'est quand même important. Non, pour mais un parti, la cohérence, pour une formation. oui, enfin la cohérence c'est souvent de la discipline de groupe en fait. Et le problème c'est qu'on a une autre approche. Souvent effectivement, on dit aux élus vous votez comme ça parce que vous appartenez à tel groupe. Et des fois ils pensent de façon tout à fait différente et par discipline bête et méchante ils vont prendre tel positionnement. Nous, nos élus animalistes, ils ont la liberté de vote et donc ils votent aussi en leur âme et conscience, et c'est aussi important. Alors, votre programme est assez modéré. Vous n'êtes pas pour, par exemple, pour l'interdiction de la viande. Vous êtes pour, par exemple, diviser par deux la viande à la cantine, juste diviser par deux. Enfin, c'est un programme assez modéré. Et pourtant, j'ai vu un candidat qui dit, moi, je ne suis pas pour interdire la viande, etc. Il y a un candidat qui semble avoir fait de la viande, lui, à l'inverse, son thème de campagne. Tu parles de Fabien Roussel. Oui. Fabien Roussel du Parti communiste, qui lui va dire que la viande, à la fois, c'est l'identité française, hein, le steak, machin. Il dit, je défends le beefsteak, moi, des Français. Il choisit ce mot-là. Alors, c'est anglais en plus comme mot, j'adore. Oui, mais bon. C'est vrai que c'est Et pour lui, à la fois, c'est puis très faire la français, côte et de pour bœuf, lui, à la fois, c'est un plaisir des classes populaires. C'est pas l'idée que vous avez? Non, parce que c'est assez caricatural et c'est triste. Si la seule idée qu'on se fait de la France, c'est de la viande, franchement, je trouve que c'est presque insultant, en fait. Souvent, on a tendance à dire que la question animale ne préoccupe que les bobos citadins urbains et que les personnes, notamment en situation beaucoup plus précaire, ne sont pas du tout intéressées par cette question. C'est pas du tout ce qu'on constate. Les militants du parti animaliste, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez beau dans le mouvement, c'est que vous avez des personnes de toute catégorie sociale, de toute origine, qui se réunissent ensemble, qui ne se verraient jamais, qui ne se rencontreraient jamais dans aucun autre milieu, et qui arrivent à se côtoyer, à travailler ensemble et à œuvrer pour faire avancer la cause animale. Et ça, franchement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres mouvements, à l'heure où on a une société qui est de plus en plus fracturée, où on essaie d'opposer absolument tout le monde. Nous, on arrive dans le milieu animaliste à faire travailler les gens ensemble. Je vais compléter la question d'Usul, mais il n'y a pas un petit côté, c'est pas un peu un problème de riche, de s'intéresser à la cause des animaux, alors qu'il y a des problèmes sociaux graves et tout. Vous l'avez admis sur Europe 1, je vous ai entendu aussi dans l'interview d'Europe 1, vous aviez admis que tout de même, il y avait un petit peu plus de classe supérieure que de prolos dans les rangs de vos partis. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit comme ça, mais vous l'avez admis? Non, oui, un petit peu. Oui. Vous avez dit oui, alors, d'accord, mais bon, on a plus. des gens un peu de partout, mais enfin oui, d'accord, admettons. Non, il y a quand même il faut venir militer avec nous. Vous verrez que c'est très divers et que pas du tout. Et non, je pense que justement, et d'ailleurs, c'est sur la question sociale et le fait de se désintéresser ou en tout cas de s'intéresser qu'à la question animale, qui serait peut-être de façon un peu étroite, mais pas du tout, parce que si on parle de la question de l'alimentation, qui est quand même un sujet qui nous occupe et qui occupe beaucoup de Français, notamment 1 sur 5 qui ne mange pas tous les jours à sa faim. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a un gaspillage de ressources qui est considérable. Avec l'élevage intensif, on a donc ces conditions d'élevage qui sont désastreuses pour les animaux, désastreuses pour les éleveurs qui ne vivent pas de leur métier. Pour la santé des consommateurs. Pour la santé des consommateurs, l'environnement, les raisons sanitaires aussi, parce que c'est des foyers de pandémie. Et parallèlement, donc, on a ce gaspillage de ressources. Il nous faut 7 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales. Donc, vous perdez 6/7 de protéines, qu'on importe d'ailleurs dans des conditions produites, etc. Et donc, nous, ce qu'on dit, on va arrêter ce gaspillage, on va fermer ces élevages intensifs et industriels qui sont néfastes pour tout le monde, et on va rediriger les protéines végétales vers de l'alimentation humaine.
Et comme ça, en le relocalisant aussi, évidemment, bien sûr, les cultures, de légumineuses, de céréales. Ce sont de l'alimentation qui peut être produite localement, de très bonne qualité nutritivement, et qui peut être aussi à des coûts bien inférieurs et qui peut nourrir tout le monde. Et avec ça, on règle un problème social important qui est quand même l'accès à la nourriture au XXIe siècle en France. Léa. Tout à fait. Quel est votre motto, en quelque sorte? Quel est votre, ce qui motive vraiment cette conception de la société? Souvent, moi, lorsque je discute, par exemple, moi, je suis plutôt végane à mes bonnes heures et je produis. Et féministe tout le temps, par contre. Féministe tout le temps, de toute évidence. Mais je consomme très très peu de produits animaux, clairement. Et je me pose la question aussi de pourquoi. Et très souvent, je me suis un peu challengée intellectuellement, aussi avec des amis qui ont décidé de ma mère, typiquement, est végane, qui ne mange plus du tout de produits animaux depuis des années et des années, bien avant que ce soit à la mode, en quelque sorte, pour des raisons de santé, par ailleurs. Beaucoup disent parce qu'il y a une domination en fait des humains sur les animaux, et cette domination n'est pas justifiée et ne devrait pas être justifiée. Les animaux ont des sensations, des émotions, ressentent la douleur, ressentent la tristesse, ressentent plein de choses, donc il faut arrêter de les traiter moins bien que nous en quelque sorte. Et après, en poussant un peu le raisonnement encore plus loin, il y a des scientifiques qui parlent beaucoup de conscience végétale. On va au point où, on le sait, vous avez certainement lu La vie secrète des arbres. C'est la typicologie américaine sur mais c'est super intéressant quand même. Est-ce que finalement cette... Tu veux en venir où Oui, justement, je veux en Jusqu'où venir on va là. dans cette folie? Jusqu'où on va, oui, exactement. Finalement, est-ce qu'on va pas se retrouver à sucer des cailloux? Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous demander. Si on prend en considération, est-ce que cette hiérarchie que nous sommes en train de créer, justement, jusqu'où ça va? Moi, je me pose la question très sincèrement, et j'ai souvent ce débat. C'est le cri de la carotte qu'on entend depuis qu'on est jeune. Il y a une certitude. Alors, au point de vue scientifique, il y a une certitude, c'est que les animaux, ils ont un système nerveux et qui souffrent. Ça, on a une certitude là-dessus. À partir du moment où on a une certitude là-dessus, effectivement, la question se pose différemment. Pourquoi, selon quelle nécessité, allons-nous les faire souffrir? C'est là encore une question de notre rapport à l'autre, de notre considération de l'autre. Et la notion de domination est effectivement très claire. C'est comment on se permet de se positionner vis-à-vis de l'autre, l'autre en général qui est le plus vulnérable, le plus à notre merci, et donc qui va conditionner notre comportement. Et donc oui, effectivement, c'est une vraie question, et c'est une question de justice aussi. Pour nous, ce sont des valeurs qui irriguent notre combat et qui modèlent aussi notre vision de la société. Mais ça, c'est... Pardon, parce que j'adore ce débat, ça me fascine. Vous employez clairement, vous faites référence à la prédation en réalité, la prédation sur les animaux, la prédation, la domination sur les ressources naturelles, etc. Ça, c'est un discours qui est assez présent chez Sandrine Rousseau, typiquement. Est-ce que vous avez adhéré à cette thèse, justement, de la prédation et de la nécessité de sortir de ce monde capitaliste qui est finalement un peu le terreau de cette domination et de cette prédation envers les ressources naturelles, envers les plus faibles, envers les animaux, envers les femmes, envers les personnes racisées, etc. etc. Non, mais à partir du moment où on commence à se poser la question, effectivement, de notre rapport aux autres, dans notre rapport de domination, de la façon de considérer l'autre comme une ressource et un bien à notre disposition, évidemment que ça nous amène à d'autres considérations. Mais Sandrine Rousseau, que vous citez, malheureusement, n'a pour l'instant pas vraiment mis en application, en tout cas par rapport aux animaux, puisqu'elle continue à en manger. Donc nous, c'est pas du tout Mais certains de votre parti aussi, vous c'est avez important, dit ça? C'est crucial. Vous avez dit que vous aviez des militants qui mangeaient encore des animaux. Non, mais quand on est un dirigeant politique et qu'on porte ce genre de préoccupation, je pense qu'il y a aussi un exemple à donner. Vous n'êtes pas dirigeante du parti animaliste, vous avez des militants au parti animaliste. Non, mais vous m'interrogez sur la proximité. Je vous réponds sur la proximité. Pas surtout sur cette question précise, parce que la logique est assez proche en somme. Sur la logique de domination, effectivement, de rapport à l'autre, oui, c'est sûr. Donc on retrouve de tout dans vos militants, mais du coup, pas de chasseurs, alors que pourtant, Emmanuel Macron lui-même dit que les chasseurs aiment les animaux, il aime son chien, il aime les animaux. Est-ce que... Non, mais ça pourrait être possible. On trouve des chasseurs repentis, par contre. C'est une vraie question. Des chasseurs repentis. Mais... Des personnes qui ont effectivement chassé, soit enfants, soit plus tard, et qui, à un moment donné, ont pris conscience du mal qu'ils faisaient aux animaux et qui ont arrêté et qui témoignent. D'ailleurs, c'est assez émouvant, leur témoignage.
La question de la chasse a beaucoup été traitée au cours de ces dernières années, notamment à l'occasion du confinement, où il y a eu des conflits d'usage qu'on a vu en forêt. Enfin, conflit d'usage, c'est une jolie manière de dire accident de chasse. Accident de chasse, malheureusement, souvent. C'est une question en débat. La chasse, c'est pluriel, elle est diverse. En France, on a plusieurs types, pour plusieurs raisons. On ne chasse pas toujours de la même manière. Il y a des urbains qui chassent pour le loisir. Il y a des gens qui chassent par tradition. Il y a des gens qui chassent en partie pour se nourrir, etc. Votre position sur la chasse, c'est laquelle? Toutes les chasses sont à bannir? Alors, oui, d'accord, ça a le mérite d'être clair. Mais ça suffit pas comme réponse parce que d'abord, il faut expliquer ce qu'est la chasse. Déjà, la chasse, il y a une part majeure de la chasse, environ 40%, qui concerne des animaux qui sont élevés, notamment des faisans, des perdrix, pour être lâchés et qui servent en fait de cible vivante. Donc, quand on nous raconte le mythe de l'animal sauvage, de la rencontre. Oui, c'est ça. Quand on parle de chasse, en général, pour on parle une de grande la partie, mais pas que ça. En fait, il y a mais aussi d'autres. c'est entre 30 et 40 millions d'animaux qui sont élevés pour être lâchés et pour être tués. Moi, je vis à la campagne, ils n'arrivent même pas à se déplacer, ils sont au milieu de la route. Enfin, voilà. La chasse, c'est aussi et beaucoup ça. Après, quand on parle de la chasse et de la question de l'interdire, le problème qui vient toujours, c'est la question des dégâts aux cultures. La régulation. En fait, Voilà. c'est ça, c'est la chasse de régulation, parce voilà. que les animaux sauvages, pour certains, peuvent être nuisibles pour les cultures. Ouais. Ils vont ravager des champs en traversant, donc, etc. Ça, Qu'est-ce c'est une que vraie vous question. répondez? Ça, c'est une vraie question. On ne dit pas du tout que ça n'existe pas. On dit oui que ça existe, mais la première des choses, c'est déjà d'avoir la transparence des données. Moi, je travaille beaucoup dans mon activité d'avocate sur la question de ces dégâts aux cultures. On attaque notamment des arrêtés de battue administrative pour demander, parce qu'à chaque fois, l'argument de dire, il y a des dégâts aux cultures, il y a beaucoup trop de sangliers, sans que jamais on vous dise combien. Et donc, on fait des battues administratives. On n'arrive pas. Donc, c'est un arrêté, je précise, parce que vous êtes juriste, voilà, c'est un arrêté préfectoral, donc une décision de l'autorité publique locale, le préfet décide de déclencher une battue. Donc, on va convoquer des chasseurs locaux en disant, vous avez un nombre de têtes à prélever, comme on dit, des colliers. Enfin, je ne sais plus comment ça fonctionne, mais en gros, voilà. Donc, c'est ça. Et vous attaquez ça en justice en disant, mais sur la base de quoi cet arrêté? Alors, dans le cadre des recours, on demande qu'on nous justifie, parce qu'on nous explique toujours, il y a beaucoup trop de sangliers. Jamais de chiffres. On n'arrive jamais à savoir quelle est la superficie maximum, le nombre maximum de sangliers qu'il doit y avoir par superficie et au-delà duquel ça commence à devenir en conflit avec d'autres usages. Vous n'avez jamais de chiffres. Donc vous dites que c'est du doigt mouillé, quoi. En fait, c'est des petits arrangements au niveau local, c'est ça? Non, mais le problème, c'est que les chasseurs sont jugés partis là-dedans. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois au stade de l'indemnisation, c'est eux qui demandent les arrêtés de battue administrative et c'est le préfet qui s'exécute. Les préfectures sont des chambres d'enregistrement. Donc c'est ça la réalité. Et donc, ils prennent des décisions pour ordonner des battues administratives. On n'a pas les éléments. Donc la première des choses, c'est d'avoir la transparence des données. Ensuite, c'est de protéger les cultures, parce que nous avons dans le Code de l'environnement des obligations de protection des cultures qui ne sont jamais mises en œuvre. Et pareil, quand on a ce genre de recours, on dit, très bien, il y a un principe qui dit qu'il faut l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Prouvez-nous, dans le cadre de cet équilibre, que vous avez mis en place ces dispositifs de protection. Évidemment, on n'a jamais de preuves là-dessus. Jamais. Voilà. Et après... on arrête aussi les élevages de sangliers parce qu'on ne peut pas nous expliquer d'un côté il y a trop de sangliers qui dévastent tout et continuer à avoir des élevages de sangliers dont des fois il y a des lâchers sauvages, à continuer à avoir de l'agrainage. Et toujours, le problème, c'est le fait de donner de la nourriture aux sangliers pour qu'ils s'éloignent, qu'ils ne restent pas dans les champs, on dormait en forêt. Et puis voilà. Et l'autre aussi question, c'est toujours, mais c'est dans notre rapport aux animaux en fait. À chaque fois qu'il y a un problème, que l'animal, on va le trouver nuisible, la première des solutions, et la plus simple, on va le tuer. On ne va jamais essayer de se dire comment essayer de cohabiter avec lui, comment essayer de trouver une solution alternative pour préserver à la fois les intérêts des agriculteurs, les intérêts des animaux. Et des solutions, il y en a si on se donne les moyens d'en trouver. Une solution animaliste, là, par exemple, ce serait de réintroduire des prédateurs pour d'arrêter l'agrainage, évidemment. Oui. Réintroduire les prédateurs Non. Notre solution, ça serait déjà d'identifier les parcelles à risque. Il y a des parcelles qui sont beaucoup plus risquées que d'autres. Sur les parcelles à risque, ne pas planter certaines cultures qui sont particulièrement des friandises pour les sangliers, typiquement du maïs. On ne va pas mettre du maïs sur des parcelles où on sait qu'il y a des sangliers à côté. On va clôturer les parcelles. C'est pas clôturer toute la campagne, c'est déjà clôturer quelques parcelles les plus problématiques, les plus sensibles, et développer aussi des programmes de stérilisation comme il y en a en Espagne qui sont en cours de développement. On a parlé du coup des conflits sur les questions des cultures. Qu'en est-il des conflits entre animaux eux-mêmes? Je pense par exemple, non mais c'est vrai, aux loups dont des bergers se plaignent. Non mais voilà, et d'ailleurs je l'ai vu dans le chat, c'est vrai que c'est une vraie question que je me pose. Alors moi
je suis parisien, je vous le dis tout de suite, j'y connais rien, mais voilà, des éleveurs se plaignent de la réintroduction du loup, qui est pourtant une mesure animaliste, je pense, de remettre dans un état sauvage un animal qui y était avant et qui n'y est plus. Mais sauf que ça menace des cheptels entiers, etc. Votre position plus en tant que pour parti les loups ou animaliste, pour vous les êtes moutons? côté loup, côté Ouais, mouton. Non, mais c'est ça, non, c'est Comment on vrai. arbitre? Pardon pour la naïveté de la question, mais c'est une vraie Non, mais question. c'est pas du tout naïf. On réfléchit au partage des territoires. C'est-à-dire entre les loups et les moutons? De se dire qu'entre les activités humaines et les animaux. C'est-à-dire que l'humain, il colonise absolument toutes les parties de l'espace. Il estime que tout lui appartient et qu'il faut peut-être se poser la question qu'il y a des espaces naturels sur lesquels il faut laisser les animaux tranquilles. Et les humains ne doivent pas être partout. Donc si c'est la fin de l'élevage en montagne, c'est ça que vous êtes en train de dire. En tout parce cas, que là, pour le coup, c'est le prédateur qui a raison, du coup. Il a raison, on lui réserve des espaces. Les animaux ont aussi le droit d'avoir des espaces naturels. Il faut arriver à partager les territoires. Il y a des espaces qui seront pour les humains et d'autres pour les animaux. Mais un loup qui respecterait ouais, pas. c'est ce que j'allais dire. Enfin, comment vous le faites entendre à un loup? Non, mais après, là, on parle d'élevage, on parle en pleine montagne, l'élevage en montagne. Mais c'est le côté réserve naturelle. Enfin, c'est le côté réserve parcs nationaux américains. Enfin, c'est ça que vous voulez dire. Oui, mais dans les réserves, enfin, dans les parcs, par exemple, il y a de la chasse, des activités de chasse, de pêche. Donc, en France, c'est pas du tout protégé. Il faut arriver à accepter, et c'est en tout cas l'idée que l'on porte, qu'il doit y avoir un partage des territoires, des cohabitations entre les individus humains, les individus animaux. On peut arriver à vivre tous ensemble. J'ai des exemples débiles, mais à Londres, il y a des renards. Il y a des villages en Inde, par exemple, où il y a des petits singes qui sont dans le village, qui piquent les objets, ils sont mignons et tout. Il y a, je sais pas, il y a des villes aussi en Alaska où il peut y avoir des visites d'animaux exotiques. Il y a des raccoons aussi aux États-Unis qu'on voit parfois dans les villes. Chez nous, on voit quand même assez peu d'animaux dans les villes. Votre idéal, c'est un peu plus d'animaux dans les villes aussi? On mélange? Non, on ne va pas implanter des animaux qui sont dans leur milieu de vie naturel. Si on arrête de les flinguer à tout va, si on les traite aussi différemment, ils peuvent aussi prendre leurs aises et commencer à vivre avec nous, c'est ça le... Pour qu'ils viennent dans les villes. C'est très con ce que je dis, mais je cherche un peu l'idéal de c'est quoi une société où on vit autrement avec l'animal. Est-ce qu'on vit avec eux dans la ville aussi? Je sais pas. Alors déjà, il y en a qui vivent dans la ville, c'est les animaux liminaires, ce qu'on appelle les animaux liminaires. Donc les pigeons, voilà, les pigeons, tout à fait. Et oui, on apprend aussi à vivre avec eux. Ça veut pas dire qu'on n'intervient pas. On peut mettre des pigeonniers contraceptifs, par exemple, pour éviter la prolifération. Ça ne veut pas dire du tout de ne pas se poser la question d'arriver à trouver des modes de fonctionnement. Mais ce qu'on veut dire, c'est la régulation quand même, finalement. Oui, mais il y a régulation et régulation létale. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas toujours prendre la solution qui soit la pire pour les animaux. J'ai un milliard de questions qui viennent en tête. Je suis très content de vous avoir, Hélène Toué, pour essayer de comprendre. Mais j'essaie de comprendre la question de la pêche. Parce que tuer un animal avec une arme à feu, j'ai l'idée, ok, d'accord, immoral, etc. Enfin, voilà, éthiquement questionnable, etc. La question de la pêche, c'est une vraie question que je me pose. Vous êtes contre la pêche? Ah bah oui. Oui, tout à fait. La pêche de loisirs et la pêche industrielle. Et la pêche industrielle aussi. L'élevage alors? Non, c'est pas l'élevage, c'est pas de la pêche du coup. L'élevage de poissons. Ah oui, c'est de l'élevage intensif. Ah oui, je suis con, c'est pareil. C'est peut-être pire. En fait. J'ai pas fait le switch moi encore. Non, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Vous accepteriez un ministère de la cause animale, du droit des animaux, dans un gouvernement écolo, par exemple? Alors, la question ne se pose pas ni pour l'instant ni en ces termes. Nous, ce que l'on veut, c'est que des mesures soient vraiment avancent et avoir un ministère, si on n'a pas les moyens derrière et la volonté politique que vous vous souvenez de Nicolas Hulot et du lobby des chasseurs? Ben oui, on a ce triste exemple, effectivement. Il ne suffit pas d'avoir un titre, il faut vraiment avoir les moyens et avoir aussi une implantation qui permet au sein d'un gouvernement d'arriver à imposer ces décisions. Vas-y, Adèle. Non, mais moi, je me demande si faire du bien aux animaux, c'est en fait faire du bien à l'homme, parce que c'était ça le postulat de départ. Ça ressemble à quoi, du coup, un monde idéal pour le parti animaliste? Alors, le monde idéal pour le parti animal. Alors déjà, ce que je veux dire, c'est que comme on n'est pas sur une position d'interdiction de l'élevage et de toute forme d'exploitation des animaux, on ne sera pas dans une vision où les animaux seront complètement épargnés de la part des humains. Donc ça veut dire qu'on sort tous les élevages intensifs. Le monde idéal, selon le parti animaliste, au jour d'aujourd'hui, avec les mesures qu'il porte, c'est un monde où les animaux ne sont pas enfermés, vivent tous en plein air, où ils vivent beaucoup moins nombreux parce qu'on aura divisé par 50% notre production et notre consommation de produits d'origine animale. C'est un monde où on aura prévenu les futures pandémies parce qu'on aura fermé ces foyers que sont les élevages intensifs. C'est un monde où aussi on arrivera à respecter les animaux, à éviter les violences envers les animaux d'abord parce qu'on les aura anticipées et qu'on aura tendance à les poursuivre aussi davantage parce que le problème aussi, c'est un problème de moyens de la justice souvent et de volonté judiciaire d'aller jusqu'au bout
des infractions en matière de protection animale. C'est pas pour faire de la répression à tout va, évidemment, c'est pas l'objectif. Mais malgré tout, si on veut que les règles de protection animale et que les animaux soient respectés, il faut à un moment donné qu'on ait moins intérêt à les martyriser qu'à les respecter. Et ça, c'est le capitalisme, ça aussi. Vous êtes un peu anticapitaliste? C'est les logiques productivistes, capitalistes qui ont imposé ce genre d'élevage. Nous, on est contre l'élevage intensif, qui est effectivement et l'élevage industriel, oui, bien sûr. Il y a plein de questions dans le chat, qui sont des questions très ouvertes, mais la question de l'équitation, est-ce que vous êtes contre l'équitation? Parce que c'est un loisir, on se met sur un animal. Est-ce que vous êtes contre la laine, le cuir? Parce qu'il y a plein de questions comme ça. L'équitation, par exemple. Non, il n'y a pas de... donc le défilé Chanel. Pas d'interdiction de... Non, alors ça, c'est très différent. La fourrure. Non, le défilé Chanel avec les chevaux. Jules et moi, on ne suit pas les défilés Chanel, excuse-nous. Non, Voilà. ça c'est moi non plus. Mais... ça c'est des animaux qui ont été mis sur un podium qui n'ont absolument rien à faire. On est contre l'utilisation des animaux pour le divertissement, pour le cirque. Oui, mais l'équitation c'est du divertissement. Oui, non, mais on n'est pas sur le, on est sur des loisirs qui sont pas de l'enfermement comme dans les cirques. On est sur un loisir où les animaux sont dans les prés, dans l'équitation. On est dans une mesure différente. Il y a des débats là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Mais la position aujourd'hui du Parti animaliste, c'est pas l'interdiction de l'équitation. Surtout à partir du moment où vous avez choisi de garder des élevages, des élevages bio, très respectueux. Mais ceci dit, quand on tue un animal, comment est-ce qu'on le, la question des abattoirs en fait se pose. Mais comment est-ce qu'on tue un animal de manière respectueuse? Ça n'existe pas de bien tuer un animal ou de faire de façon respectueuse. On le fait en le faisant le moins souffrir possible. Donc c'est pour ça qu'il y a des règles de protection des animaux au moment de leur mise à mort. Et c'est pour ça que même si ces règles, elles sont extrêmement difficiles, il faut quand même les respecter, notamment les questions d'étourdissement. Et quand on parle d'étourdissement, on n'enlève pas la souffrance, puisque les animaux, on perfore leur crâne, on les fait tomber, on les met dans des fosses de CO2 où ils sont asphyxiés, on les trempe dans des bains électrifiés. Donc voilà, l'étourdissement, les règles de protection, en soi, c'est déjà un peu particulier. Mais malgré tout, ça limite leur souffrance. Qu'en est-il du fait devoir tuer des animaux pour protéger les humains? Je pense notamment aux élevages de volailles, dès lors qu'il y a des virus qui arrivent par les oiseaux migrateurs. Chaque année, malheureusement, on entend ça dans le Nord, en Gironde, etc. Qu'en est-il? Y a-t-il des moments où il faut, malheureusement, pour protéger les êtres humains, tuer des animaux? Mais c'est intéressant cet exemple que vous venez de citer. En fait, chaque année, depuis des années, à chaque fois, on se retrouve à tuer des millions d'animaux dans les élevages. D'oiseaux. Et jamais on se pose la question de se dire, mais il va falloir arrêter, c'est pas normal de devoir tuer des animaux. Qu'une première fois, ça arrive parce qu'on se retrouve face à cette situation. Évidemment, si on se retrouve dans un impératif nécessité, s'il n'y a pas d'autre solution, mais une fois, pas tous les ans, et on répète, et alors on continue à abreuver les éleveurs de subventions, et tous les ans ça recommence. Comme si ces millions d'animaux, c'était rien finalement, et qu'on pouvait les tuer comme ça. Ça, c'est scandaleux. Et comment est-ce qu'on fait pour que ce soit plus positif de faire du bien aux animaux? Je pense notamment, je ne sais pas si vous connaissez Poulaous. Poulaous, enfin vous, sans aucun doute. Je ne connais pas du tout, Adèle. Poulaous, c'est une marque d'œufs qui ne tue pas la poule. D'accord. En fait, tu achètes les poules pour les œufs? Absolument. Tu vois, ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Eh bien, si, parce que les poules pondent beaucoup moins d'œufs à partir de 18 mois. Et donc, alors qu'une poule peut vivre jusqu'à 8 ans, et on la tue donc à 18 mois parce qu'elle a bien pondu pendant entre ces 6 mois et 18 mois. Et c'est beaucoup plus rentable. Mais il y a donc des acteurs qui tentent un petit peu des choses nouvelles, et ça a marché parce que cette boîte, elle existe. Ils vendent des œufs, certes, beaucoup plus chers, et donc ça ne concerne pas encore tout le monde. Mais tu peux aujourd'hui décider d'acheter des œufs plus chers qui ne tuent pas la poule. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes comme ça que vous défendez, parce que du coup c'est moins le problème avec les œufs, il y a effectivement qu'au bout de 18 mois les poules sont plus entre guillemets rentables ou plus assez rentables, donc elles partent à la réforme, comme on dit poliment en réalité à l'abattoir, mais c'est aussi qu'en fait dans l'élevage de poules pondeuses on tue les coqs, on les broie vivants, donc c'est 50 millions de poussins qui sont broyés vivants chaque année. Mais ça maintenant il y a le système du sexage in ovo. Oui, mais c'est pas encore applicable en France. Parce que le sexage in ovo... Alors attends, moi j'ai une petite passion poule. Ça je sais, c'est pour pas écraser les poussins. Exactement, parce qu'en fait les coqs qu'on broie, c'est les poussins qui sont séparés à la naissance entre mâles et femelles, et les poussins mâles sont broyés ou étouffés ou noyés. Il y a plein de techniques très différentes. Et mais ça se voit sur des vidéos de L214, tout ça, tu peux trouver plein de trucs. Mais aujourd'hui, il existe, et en Allemagne notamment, un système pour détecter si c'est un mâle ou une femelle dans l'œuf, et donc tu tues
dans l'œuf. Ouais, Alors je ne suis pas sûre que ce soit forcément beaucoup mieux, mais enfin, a priori, Enfin, le c'est mieux poussin que de est les pas broyer né quand même. vivantes, Voilà. Oui, si, C'est je quand pense même qu'il y a une déjà gradation. Je continue dans les questions. D'ailleurs, le chat, si vous avez des questions. Moi, j'apprends plein de trucs ce soir, je suis très Ouais, content. moi aussi, Notamment sur les j'adore. positions du parti animaliste, parce que ça génère plein de questions. La question des animaux de compagnie. Oui. Le fait d'avoir chez soi un animal pour son plaisir, un chien, un chat, une pervenche, etc. Vous le voyez comment? C'est une domination de l'animal? C'est Alors, la une violence qu'on lui fait? Non, la position du parti animaliste est effectivement d'abord la plupart des personnes qui viennent défendre les animaux, c'est d'abord par le biais de l'animal de compagnie qu'elles vont aussi s'interroger de façon plus largement sur la façon dont on traite les animaux d'élevage. C'est souvent une porte d'entrée en fait, les animaux de compagnie. Donc non, et on sait qu'il y a des liens très forts avec les animaux de compagnie, notamment des personnes qui sont seules, qui sont isolées. Et d'ailleurs, dans nos mesures, on a l'admission dans les EHPAD et dans les établissements d'accueil social d'urgence des animaux, parce qu'il est inacceptable que ce soit des personnes âgées qui se retrouvent à un véritable déchirement au moment où elles partent à l'EHPAD, ou des personnes sans abri qui refusent, qui ne peuvent pas aller parce que c'est leur animal. Mais c'est scandaleux. Et ça, c'est des mesures qui ne sont pas difficiles à mettre en œuvre, qui ne sont pas coûteuses et qui devraient être complètement généralisées. C'est incroyable qu'on n'arrive pas à faire ça. Mais les électeurs sont de plus en plus sensibles à ces thèmes-là. C'est un peu un signe du temps. Moi, quand j'étais jeune, il y avait un candidat chasse, pêche, nature et tradition Il y en a aux plus, élections ouais. présidentielles. Qui a rejoint le FN depuis. Bah tiens. Et, et maintenant, voilà, il y aurait une candidature animaliste. Par contre, comment vous faites au moment du grand débat où on va vous dire, bon, bah maintenant l'international, et c'est votre tour, et on vous demande alors la Chine, l'OTAN. Qu'est-ce que vous faites là très concrètement? En face, il y a Macron. Non, il veut pas venir. Non, Enfin, bon, bref. Non, c'est vrai, il sera pas là. Il y a deux choses. C'est que le choix que l'on a fait stratégique, c'est d'essayer au maximum d'expliquer à toutes les thématiques auxquelles la question animale se raccroche. Et en fait, ça se raccroche à la plupart des thématiques. Mais c'est aussi d'assumer que certaines thématiques qui ne s'y rattachent pas, eh bien, effectivement, on n'a pas de positionnement parce que comme on est transpartisan, eh bien, effectivement, au sein du parti animaliste, il va y avoir des divergences sur certains grands sujets de société. Et donc, c'est quelque chose que l'on assume complètement. Oui, mais c'est compliqué. Dans le cadre d'une élection présidentielle, vous voulez devenir présidente de la République et vous assumez de dire aux Français, il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas d'avis. Présidente de la République. C'est du plaidoyer. Mais non, mais c'est une candidature. C'est tout c'est le paradoxe que je trouve intéressant. Enfin, le Ça, paradoxe. c'est notre système qui est débile, mais c'est pas forcément sa démarche. Non, Non, mais même mettre à la au démarche. niveau local, encore une fois, on en parlait tout à l'heure Et dans au les niveau exécutifs européen, et au parce niveau que européen. si le Parti animaliste français n'a pas de représentants au Parlement européen, des partis animalistes étrangers ont des représentants. Tout à fait. Vous avez 3 représentants Tout à au fait. Parlement Tout à européen, fait. donc c'est ils concret, siègent pas ça dans les mêmes existe groupes. déjà, quoi. Et ils ne siègent c'est pas dans les marrant, mêmes groupes. Est-ce qu'ils s'entendent bien? Oui, ils s'entendent bien. Mais il y a 2 au Parti écologiste et l'autre à la GUI. Et ils votent quoi sur la régulation de Google là, qui est en cours de négociation? Non, mais c'est vrai. Quoi? Cette question-là, je vous le dis, j'ai pas discuté de ça avec eux C'est un récemment. exemple. donc, Voilà ce que je veux un dire, c'est un exemple Oui. que je donne. Alors Je pourrais après, parler d'Ukraine, je pourrais parler des l'objectif, EHPAD, bon. c'est en général à chaque fois aussi de voter la mesure qui va être la plus favorable aux animaux ou celle qui va permettre des avancées pour les animaux. Et des fois, vous allez négocier aussi avec votre groupe des mesures pour les animaux en contrepartie d'autres mesures. Donc il y a aussi cette logique pour que votre groupe soutienne une mesure pour les animaux. Vous allez parallèlement soutenir une mesure qui est pas forcément directe, qui est moins directe. Il ne s'agit pas de voter contre les grands principes. C'est pour ça qu'on a un cadre, nos valeurs. Républicains, comme vous disiez tout à Il y a l'heure. plein de thèmes qu'on peut raccrocher effectivement aux animaux. Je pense à l'étalement urbain, par exemple, qui crée beaucoup des difficultés. C'est un exemple. Je pense au logis, en fait. L'habitat insalubre, c'est mauvais aussi pour les animaux. L'aménagement du territoire. Il y a plein de questions aussi sur lesquelles je suis désolé, j'arrive pas à faire le lien avec les animaux. En Je me demande bien ce que vous voterez, quoi. Et en tant qu'électeur, j'aimerais bien avoir une réponse. Oui. Avant, vous aviez dit qu'en plus, vous étiez préoccupé du droit des animaux, mais notamment aussi parce que vous étiez aussi préoccupé sur les questions de droits de l'homme, de machin. Ça pourrait aussi aiguiller vos votes, ça. Mais non, ça, c'est du coup, même quand c'est des questions de droits de l'homme, vous votez pas non plus, ou vous n'avez pas de position non plus là-dessus, alors que vous avez dit que c'était quand même dans vos valeurs. Non, mais elle n'est pas claire, ma question. Non. Mais il est tard, c'est bientôt la fin. Non, mais c'est compliqué tout ça. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de ça de façon vague. Il faut avoir des exemples précis pour telle mesure.
Et effectivement, donnez-moi une mesure et après, je vais pouvoir vous dire effectivement comment. Et là encore, quand il y a une mesure, il y a aussi un texte. Donc il y a plusieurs dispositions. On voit comment on peut intégrer au regard de notre positionnement, soit la question. Oui, pardon, la question. Voilà. Sur la question, par exemple, des exilés qui meurent en mer Méditerranée, vous allez penser à l'intérêt des poissons ou comment ça se passe? Non, mais vraiment, parce qu'on a eu Olivier Faure ici qui est venu nous opposer le migrant et le chien ou je sais pas quoi. Non, justement. Oui, enfin bon, c'était bizarre, mais enfin bon, bref. Et ça paraît bizarre de se dire je vais tout voter en fonction de l'intérêt des animaux. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que dans chaque décision politique, on essaie d'intégrer la question animale. Vous n'y arrivez pas. Et quand on n'y arrive pas, on vote aussi en fonction de la charte des valeurs. Évidemment, on est des humanistes. On ne va pas aller dire que c'est un désastre ce qui se passe en Méditerranée. Donc on ne va pas dire... Il y a plein de manières d'être humaniste. Voilà. C'est ça que je trouve intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que la démarche, c'est d'essayer d'intégrer la question animale sur des thématiques qui ne viennent pas... Qui a priori ne l'intéressent pas. Vous parlez de ce socle de valeurs. Quelles sont ces valeurs les principales, disons? Alors, c'est d'abord les valeurs républicaines, les valeurs de démocratie, d'absence de discrimination. Ça, pour nous, c'est des choses qui sont effectivement fondamentales. Et en matière économique, par exemple, vous êtes plutôt libéraux, plutôt collectivistes? Je sais pas. Non, ça c'est pareil. Il n'y a pas de positionnement en tant que tel. Il y a des mesures sur lesquelles, comme la fin de l'élevage industriel, qui vont positionner. Dernière question. Dernière question, Léa, ça tient à cœur. Ah oui, vraiment. J'aurais bien aimé qu'on revienne sur la création de ce parti, parce que ça n'arrive pas tous les matins qu'on crée un parti, en plus monothématiste. On peut dire comme ça, c'est ça, c'est le bon terme. Centré sur la question. C'est quand même très ambitieux. Moi, je trouve ça remarquable. Ça m'intéresse beaucoup de comprendre comment ça vous est venu en 2016 de créer ce parti. Quels ont été vos soutiens de base, initiaux, et quels sont vos soutiens aujourd'hui? Comment a évolué aussi sociologiquement ce parti en somme? Alors, donc la décision de créer un parti, c'était parce qu'on est d'abord tous des militants depuis très longtemps. Au sein d'associations. Au sein d'associations, voilà. On militait tous depuis longtemps. Et donc, on voyait bien qu'on n'arrivait pas à faire émerger, comme j'ai dit tout à l'heure, la question animale. Les partis vous envoyaient chier. Non, donc voilà. Non, mais c'est vrai, on va s'asseoir à la table comme les autres. Donc, vous avez créé votre opportunité politique, en somme. On a créé notre parti parce qu'on avait aussi l'exemple d'autres formations politiques. Il y a 11 partis européens, partis animalistes. Il y en a une vingtaine dans le monde. Donc, on échangeait avec eux. On a pris le temps de discuter avec eux, de voir comment ça se passait dans leur pays. Et donc, on s'est dit que c'était aussi important de le faire en France. Et donc, on a créé ce parti en 2016. On a eu tous nos partenaires européens qui sont venus à notre lancement en guise de soutien. Ils vous ont aidé à structurer aussi. Alors, ils n'ont pas forcément aidé. Enfin, c'est plus par les échanges que l'on avait sur leurs expériences au sein de leur parti, les choses qui avaient marché, celles qui n'avaient pas marché. Et ça nous a permis, nous, de penser le parti animaliste aussi adapté aux règles électorales françaises. Parce que c'est très différent aussi dans ne l'État. Ne serait-ce que d'aller chercher les 500 signatures. C'est ça. Voilà. L214 a noté les candidats à la présidentielle. Vous avez eu 19 sur 20. Félicitations. En même temps, vous avez pu leur demander les réponses parce que vous êtes aussi l'avocate du coup de L214. Vous aviez la correction de la copie avant. Enfin bon, vous avez eu 19 sur 20. Il me semble que Jean-Luc Mélenchon a eu 17 sur 20. Il vient d'avoir le ralliement d'Aymeric Caron il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui vous différencie d'Aymeric Caron exactement? Aymeric Caron a choisi pas mal 17 sur 20. Oui, c'est une bonne note. Aymeric Caron, il se positionne très à gauche. Nous voulons vraiment, parce que c'est quelque chose sur laquelle on s'est pas trop étendu. Nous, on veut que la cause animale, elle concerne tout le monde. Donc, on veut vraiment qu'elle dépasse les clivages politiques, et on veut effectivement qu'il y ait des personnes de sensibilité de droite, et il y en a qui sont sensibles à la cause animale, qui puissent aussi travailler ensemble à faire avancer ce sujet. Avec Brigitte Bardot. Merci Hélène Touy d'être venue répondre à nos questions. Je rappelle donc que vous avez malheureusement, en fait, vous avez un mois là pour récolter 500 signatures. Vous l'avez dit en début d'interview, c'est galère. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Dernière question, attends, c'est le moment Ruquier là. Si vous devenez président de la République, vous adoptez un animal? Oui, j'ai adopté 2 lapins déjà dans un élevage intensif la semaine dernière. J'en ai récupéré. Ce serait la première fois qu'il y aurait des lapins à l'Élysée. Je crois qu'il y a des canards dans le jardin de l'Élysée. J'espère qu'il n'y aura pas un conflit d'usage. Donc voilà. On le réglera, vous inquiétez pas, pacifiquement. Merci Hélène Touy, encore une fois. Merci. Je vous laisse quitter ce plateau. Bonne fin de journée. Merci à vous. Vous bougez pas, on revient tout de suite.